Voilà, on passe à la partie 2 de notre correction. Cette partie concerne la commande et variation de vitesse du moteur à courant continu. Donc, c'est tout simplement un pont H, donc simple, avec 4 transistors. Les deux transistors T1 et T2 sont commandés alternativement avec une porte non ici. Donc si je mets un A ici, le transistor T1 est saturé et T2 est bloqué. Si je mets un 1 sur IN2, eh bien T3 est saturé et T4 est bloqué. Si je mets un 0, c'est le contraire. Si je mets un 0 sur IN1, eh bien T1 est bloqué, T2 saturé, etc. Donc soit le moteur il tourne dans un sens, soit le moteur il tourne dans l'autre sens. Donc I1 et I2 sont les entrées de commande du pont H. VCC c'est la tension d'alimentation. Le moteur M aura deux sens, sens 1 et sens 2. Donc la direction du courant maintenant sur le schéma, ça veut dire que c'est le sens 1. Donc si le courant passe dans ce sens-là, c'est le sens 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est T1 et T4 qui sont saturés et T2 et T3 sont bloqués. Ça veut dire que IN1 est égal à 1 et IN2 est égal à 0. Ça veut dire 1, 0, ça veut dire sens 1. Voilà. Donc, la première question, c'est question 13. Quel est l'intérêt de commander le moteur par l'intermédiaire d'un pont en H? Un hacheur à pont permet le changement du sens de rotation du moteur avec une seule alimentation. Voilà. Donc, avec une seule alimentation, on peut changer le sens de rotation. Sinon, on aurait besoin, si on n'avait pas utilisé le pont H, juste le transistor, on aurait eu besoin de alimentation symétrique, une positive et une négative. Question 14. Complétez le tableau numéro 1 du document réponse numéro 1 en indiquant pour chaque cas l'état des transistors on et off. On, ça veut dire passant, saturé, et off, ça veut dire bloqué. Et du moteur, marche sens 1, marche sens 2 ou arrêt. Voilà, donc c'est clair, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc déjà, lorsqu'on a 0, 0 et 1, 1, eh bien, les moteurs sont à l'arrêt. Pourquoi? Parce que c'est 0, 0, ça veut dire que ces deux sont bloqués. Le courant ne peut pas trouver par où passer. Donc 0, 0, ça veut dire bloqué, bloqué, le courant ne passe pas. 1, 1, ça veut dire le courant sera bloqué sur T2 et T4 et le courant ne passe pas. Donc le moteur déjà est à l'arrêt. Donc il nous reste 0, 1, je l'expliquais tout à l'heure, et 1, 0. Donc 0 pour in 1, ça veut dire que T1 est off, et 1 pour et l'autre est on bien sûr, parce qu'ils sont symétriques. 1, ça veut dire que T3 est on et l'autre est off. Donc ça me donne le sens 2. De l'autre côté, 1 à 0, ça veut dire T1 on, bien sûr, l'autre c'est symétrique, c'est off. 0, bien sûr, T3 c'est off, l'autre c'est symétrique, c'est on. Donc si T1 est passant, T1 passant, ça veut dire que le courant va passer, donc ça veut dire sens 1. Voilà. Donc c'était une question simple. Question 15. La figure 8 représente le chronogramme de la tension U de T pour le fonctionnement du moteur dans le sens 1. Relevez à partir du chronogramme les valeurs de la période T et de la tension VCC fournie par la batterie. Donc là, c'est simple comme question. Vous avez l'échelle 2 volts par division sur l'axe de tension, l'axe vertical, et 2 microsecondes par division sur l'axe horizontal, l'axe du temps. Bien sûr, le 0 volt, il se situe à ce niveau-là. Donc, si je compte la période, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5. Donc, la période, c'est de là à là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 2, ça fait 10. Donc, ça fait 10 microsecondes. Voilà. T, ça fait 10 microsecondes. Et pour la tension, j'ai une division, deux divisions, trois divisions, ça fait 6. Et la moitié d'une division, ça fait 7. Voilà, ça fait 7.
La question 10, en déduire le rapport, la fréquence et le rapport cyclique. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. 1 sur 10 microsecondes, ça fait 1 sur 10 fois 10 moins 6, ça fait 10 moins 5. 10 moins 50, ça fait 10,5. 10,5, ça fait 100 000, 10 000, pardon. 100 000, ça fait 100 kHz. Le rapport cyclique, c'est quoi? C'est le T on sur T off. Ça fait 3 sur 5. 3 sur 5, ça fait 0,6. Question 17. Donner l'expression de la valeur moyenne de la tension UDT en fonction de VCCF alpha. Calculer sa valeur numérique. Donc ça, on sait déjà faire. Donc on utilise l'intégrale. Donc on utilise l'intégrale. Donc on sait déjà faire. On l'a déjà fait dans les deux autres sessions. 2018 et 2019. Donc, c'est tout simplement VCC fois alpha. Et puis, à couple constant, question 18, à couple constant, la vitesse de rotation du moteur N en tours par minute est liée à la tension U moyen par la relation N, ça c'est la vitesse, est égale à 68,2, facteur de U moyen moins 0,1. Relation valable pour U moyen supérieur à 0,1 volts. Voilà, donc, complétez le tableau numéro 2, déduit comme réponse, DREP numéro 1, pour les différentes valeurs de la vitesse de rotation. Donc ce document-là, on doit le compléter. Alors, donc on connaît, il faut tirer, n est égal à 68,2 facteur de U moyen moins 0,1. Donc on tire U moyen, donc c'est U moyen est égal à 0,1 plus n divisé par 68,2. On divise par 68,2 sur n et puis plus 0,1. Donc c'est juste l'équation du premier degré. Donc on fait l'application numérique pour 100, pour 200. Donc si je regarde, donc j'ai 100 vitesse, 250 et 500. Donc je tire M moyen et j'en déduis le rapport cyclique. Donc pourquoi? Parce qu'on connaît M moyen ici, on connaît VCC, c'est 7 volts. Donc on connaît, on peut tirer alpha. Alpha c'est U moyen sur VCC. Voilà, donc ça me donne, après calcul, ça me donne pour 100 1,57022, pour 250 tours par minute 3,765 volts 0,538, pour 500 7,43. Donc normalement cette vitesse, on n'arrivera jamais à cette vitesse. Pourquoi? Parce que on va avoir un rapport cyclique qui est égal à 1,06, ce qui est impossible. Donc cette valeur-là, elle est impossible. Après, on passe à la partie 3. Traitement numérique du signal vidéo. Donc on va prendre prise des images. Le robot d'inspection est équipé d'une caméra couleur qui fournit 25 images par seconde. La lumière est séparée en 3 rayonnements, rouge, vert ou bleu. Donc ça, on a déjà vu ça au cours. Dirigé vers 3 capteurs CCD qui convertissent la lumière en tension. Les signaux R, V, rouge, vert et bleu en sortie des capteurs sont traités et transformés en signaux Y, Y c'est la luminance. CR c'est la composante du rouge et CB c'est la composante du bleu. Puis numérisé comme indiqué à la figure 9. Voilà la figure 9. Donc vous avez la caméra, vous avez le signal RVB, le transcodeur le transforme en Y, CR, CB. Après, on va convertir tout ça pour obtenir une valeur numérique. Donc la première chose à savoir, c'est que Y est égal à 0,30 fois R plus 0,59 fois V plus 0,11 fois B. Donc on a vu au cours que le but de cette transformation, c'est de permettre d'avoir une compatibilité avec le signal vidéo noir et blanc, pour que les anciens téléviseurs en noir et blanc à l'époque puissent continuer à fonctionner
avec les signaux couleurs pour que la télévision noir et blanc extrait uniquement le Y pour voir les images en noir et blanc. Si la télévision est en couleur, eh bien, on fait le transcodage contraire, et bien, après, on va tirer le RVB. Mais ça, c'est fait dans le récepteur. Donc, les signaux de chrominance, composante du bleu, c'est Y moins B, le signal du bleu, et la composante du chrominance du rouge, c'est Y moins R, la luminance moins le signal du rouge. On passe à la question. Les signaux Y, CB et CR s'expriment en fonction de RVB par le produit matriciel de la façon suivante. Donc, vous connaissez la valeur, le produit matriciel. Donc, on multiplie cette ligne par cette colonne. Alpha 11 fois R, respectivement. Alpha 12 fois v et alpha 13 fois B. Et on passe ici à la deuxième ligne. CB est égal à alpha 21 fois R, alpha 22 fois V et alpha 23 fois B. CR, composante du rouge, c'est alpha 31 fois R, alpha 32 fois V et alpha 33 fois B. Donc ce qu'on vous demande, c'est de calculer les valeurs du coefficient alpha I, IG. Donc on va faire le calcul, comme je viens de dire maintenant, et on va faire une identification ici avec cette relation-là. Donc vous avez Y, la voilà, CB, la voilà, et CR, la voilà. Donc vous faites identification par le coefficient du R, du V et de B. Voilà les coefficients des R et V et B qui sont bien sûr les alpha. Donc le calcul est simple. Donc on effectue le produit matriciel. Nous avons Y est égal à alpha 11 fois R, plus alpha 12 fois V, plus alpha 13 fois B. Donc si je fais une identification par rapport à cette relation-là, Y est égal à alpha 30 fois R plus alpha 0,30 fois R plus 0,59 fois V plus 0,11 fois B, eh bien, alpha 11 c'est 0,3, alpha 12 c'est 0,59 et alpha 13 c'est 0,11. Donc alpha 11 c'est 0,3. Eh bien, on passe à la deuxième ligne, celle-là, CBC, alpha 21, alpha 22, alpha 23 multipliés respectivement par R, V et B. Donc alpha 21 fois R, alpha 22 fois B, etc. Donc voilà, ça nous donne CB est égal à Y moins B. Donc déjà, je calcule CB. CB c'est combien? C'est Y moins B. Y c'est quoi? C'est ça. Donc ça me donne Y moins B. C'est quoi Y? C'est 0,3R plus 0,59 V plus 0,11 B. Moins quoi? Moins B. Donc bien sûr, le R et le V elles restent intouchables. Et le B, bien sûr, je vais le mettre en facteur. Ça me donne 0,11 moins 1. Donc, ça me donne, si je fais le calcul, 0,3 ça reste intouchable, 0,59 ça bouge pas, et 0,11 moins 1, ça me donne moins 0,69. Et bien sûr, encore par identification, le CB, ces deux termes sont égaux, CB, CB, donc 0,3 pour alpha 21, voilà, 0,59 pour alpha 22, et 0,89 pour moins 0,89 pour alpha 23. Je refais la même chose pour le CR. CR, c'est quoi? C'est Y moins R. Donc 0,3, ça va changer, puisque c'est R que je devais retrancher. 0,59, ça ne bouge pas. Et 0,11, ça ne bouge pas. Voilà. Donc ça me donne CR 0,3 moins R moins 1, en facteur, quand je mets en facteur. Donc 0,3 moins 0,1, ça donne moins 0,7. Donc le V, ici je me suis trompé, le V ça bouge pas, c'est 0. Donc vous corrigez sur le document que je vous ai donné. Donc c'est une erreur de frappe, c'est 0,59, c'est ça? Voilà, donc il n'y a que le R qui va bouger, 0,3 moins 1, voilà. Donc ça reste 0,59, ça reste 0,11 ici. Donc par identification, alpha 21, ça devient 0,7. Alpha 22, bien sûr, c'était corrigé ici, c'est 0,59. Et le alpha 23, c'est
0,11. Voilà, c'est terminé pour la partie. Ah non, c'est pas encore terminé. On passe à la question 20. La question 20. Dans le système PAL SCAM à 625 lignes, la bande passant de la luminance a été fixée à 5,75 MHz. On a déjà vu ça au cours. Et c'est de la chrominance, c'est presque la moitié, ou c'est la moitié, c'est 2,75 MHz. Calcule la fréquence d'échantillonnage minimale FE-Y min et FE-C min, respectivement des signaux de luminance Y et de chrominance CR ou CB. Bien sûr, ça c'est le spectre maximal pour la luminance, et ça c'est le spectre maximal pour la chrominance, la fréquence max pour la luminance et pour la chrominance. Bien sûr, on désire échantillonner, donc on sait d'après le terme de Shannon qu'il faut que la fréquence d'échantillonnage soit 2 fois la fréquence max. Donc ici, on doit prendre 2 fois 5,75 et ici, on doit prendre 2 fois 2,75. Donc, voilà, d'après le théorème de Shannon, la fréquence d'échantillonnage de la luminance minimale doit être 2 fois la fréquence Y max. Ça va me donner 11,5 MHz. Et la fréquence d'échantillonnage de la chrominance minimale, c'est 2 fois la fréquence de chrominance max. Ça veut dire 5,5 MHz. Donc c'est une question simple qui a trait au théorème de Shannon. Donc, je pense pour terminer, la question 21. Pour être utilisée au niveau mondial, la fréquence d'échantillonnage du signal de luminance FEY doit être un multiple commun des fréquences lignes FL1 et FL2 des systèmes 525 et 625. Donc, bien sûr, pour des problèmes de compatibilité du système on sait les systèmes de codage couleur, le SECAM, le PAL et le NTSC aux États-Unis. Eh bien, pour avoir une compatibilité mondiale, on impose d'avoir la fréquence d'échantillonnage entre les différents systèmes doivent être des multiples communs. Voilà. Donc, la fréquence ligne 1 du premier système, c'est 15 625 Hz. Et la fréquence ligne 2 du deuxième système, c'est 15 734,25 Hz. Donc, si on cherche, justifier que FEY valant 13,5 MHz respecte ce critère. On se limite à 2 chiffres après la virgule. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va diviser la fréquence de luminance par ces deux valeurs, ces deux fréquences. On doit trouver des valeurs entières. Voilà, c'est ce qu'on va faire. La question 21, donc on divise 13 000. Donc, il ne faut pas oublier de changer en Hertz, soit changer ça en mégahertz, soit changer cette fréquence en Hertz. Donc c'est ce qu'on a fait, 13,5, ça fait 13 000, 13 mégas, ça fait 13 millions, pardon, 13 500 000 divisé par 15 625, cette valeur-là. Et puis la même chose, divisé par 15 734. Donc ici, ça me donne 864, c'est bien un nombre entier. Ici, ça me donne 858, donc c'est bien un nombre entier. Donc 13,5 MHz est un multiple commun de la fréquence ligne 1 et la fréquence ligne 2, c'est-à-dire 864 et 858. Voilà. On passe à la question 22, pardon. Le convertisseur analogique numérique précédent est modélisé par le schéma bloc de la figure 10. Donc nous avons le signal de luminance analogique, on le fait entrer dans un échantillonneur bloqueur. Après on fait la quantification. La quantification c'est la conversion analogique numérique. Après on passe au codage. Donc ça me donne le signal de luminance numérique sur un bit. Donc on va étudier d'abord l'échantillonneur bloqueur. Donc on appelle ça le bloqueur d'entre 0. Le bloqueur de la figure 11, celui-là.
reçoit à son entrée une impulsion de Dirac, celle-là, donc c'est l'échantillon, E de t, il fournit à sa sortie un signal porte, celui-là, S de t. TE représente la période d'échantillonnage, parce que ici vous avez les échantillons qui arrivent les uns à la suite des autres, eh bien, ils sont séparés de TE. Donc on bloque entre deux les échantillons, on bloque le signal. Donc le signal est bloqué. C'est ce qu'on appelle le bloqueur d'ordre 0. Donc la question c'est quoi? Calculer la transformée de la place S de P du signal S de T, voir annexe 2. Donc on doit calculer la transformée de la place de ce signal-là. Donc si je regarde l'annexe 2, donc on me donne tout simplement la formule de la transformée de la place. Donc normalement on devrait le savoir, mais on vous le donne quand même. Donc il suffit de faire ici x de t, qui est égal à mon signal porte, celui-là, et d'intégrer de 0 à l'infini. C'est ce qu'on va faire. Donc vous avez de 0 à l'infini, s de t exponentielle moins pt. Bien sûr, de 0 à l'infini, ça se réduit à de 0 à te. Pourquoi? Parce que le reste c'est 0, ça ne compte pas. Eh bien, ça se réduit de 0 à te, de exponentielle de p de t, parce que ici vous avez 1. Donc s de t est égal à 1. Donc l'intégrale, on sait, c'est 1 sur moins 1, puisque c'est un moins 1 sur p exponentielle moins pt de 0 à te. Donc ça me donne tout simplement moins 1 sur p exponentielle moins pte moins exponentielle de 0, ça donne 1. Bien sûr, tout ça en facteur de 1 sur pe. Donc ça, c'est la question 22. Exprimer la fonction de transfert h de j oméga complexe est égal à s de j oméga sur exponentielle de j oméga, sachant que e de p est égal à 1. Donc on vous donne déjà la transformée de la place d'un signal, d'une impulsion de Dirac, on le savait, mais on vous le donne, c'est 1. C'est 1. Donc c'est quoi la transmittance, c'est la sortie divisée par l'entrée. La sortie, c'est quoi? C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. C'est ça. Et l'entrée, c'est 1. Donc ça me donne, en fait, H de P, c'est tout simplement S de P, puisque E de P est égal à 1. Donc ça, je regarde toujours cette relation, 1, moins 1 sur P, exponentielle, moins P TE. On sait que P est égal à J oméga, donc A de J oméga devient moins 1 sur P, c'est-à-dire moins le voilà, 1 sur P c'est 1 sur J oméga, exponentielle moins P, P c'est J oméga, TE moins 1. Voilà, donc ça c'est la fonction de transfert complexe. La question 23, on a déjà répondu. Par la suite, on prend, donc on vous donne la solution pour travailler par la suite. Comme ça, si vous avez des erreurs ici, vous ne perdez pas les prochaines questions. Donc exprimer h de j, et exprimer le module et l'argument de cette fonction de transfert. Donc on calcule le module et l'argument. Donc le module et l'argument. Donc on a bien sûr, ça c'est la fonction complexe. Eh bien, cette fonction complexe, on vous donne avec quoi travailler, c'est celle-là. Eh bien, cette fonction de transfert complexe, on peut la mettre, elle est déjà sous la forme complexe, sous la forme bien sûr exponentielle d'un nom complexe. Donc, ça c'est le module et ça c'est l'argument. Donc si je regarde ici, j'ai le module, c'est ce qui est multiplié par l'exponentielle. C'est quoi ce qui est multiplié par l'exponentielle? C'est TE et sinus cardinal de pi f sur Fe. Voilà. Et l'argument, c'est ce qui est à côté de l'exponentielle. Ça veut dire moins pi f sur Fe. J'ai pas donné l'argument. Et l'argument, voilà. Il faut calculer l'argument aussi. Donc on va le calculer ici.
Voilà, donc nous avons l'argument, c'est pi f sur f1. Voilà. On passe à la question 25. La question 25, c'est exprimer le modèle. La variation du modèle en fonction de la fréquence a donné le diagramme de la figure 12. Voilà. Eh bien, relever à partir du diagramme la fréquence de coupure F, c'est à moins 3 dB. Donc là, bien sûr, il faut faire attention parce que ça, c'est pas un diagramme de Bode. Ça, c'est le module dans l'échelle linéaire et ce n'est pas l'échelle logarithmique. Donc, bien sûr, maintenant, on va plus travailler avec moins 3 dB. On va travailler avec, on va diviser le module, donc la fréquence de coupure, on l'a déjà vu au cours. On ne va pas refaire la démonstration. C'est moins 3 dB correspond à un module à l'échelle linéaire divisé par la racine de 2. Donc ça fait 1 sur la racine de 2, ça donne à peu près 0,707. Donc je dois chercher ici 0,7. Ici. Donc ça va me donner à peu près 0,4 FE. Donc FC, c'est à peu près ici. 0,707, c'est presque 0,8. Donc ça me donne à peu près 0,4 FE. Voilà.